Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 février 2021. Alors, je rends grâce au cerveau connecté qui nous a livré deux pistes concernant Serge Dumartin, mais le cerveau connecté sans l'apport de phonographie ne serait rien. Alors, il nous a mis sur la piste de Serge Dumartin par le biais de deux ouvrages. Lettre au castor de Jean-Paul Sartre, Lettre au castor, Simone de Beauvoir, et la monumentale biographie qu'a consacrée Annie Cohen-Solal à Jean-Paul Sartre. Alors, cette aventure microscopique de Serge Dumartin commence à prendre une ampleur assez importante, n'est-ce pas? Serge Dumartin, qui n'a pas, étonnamment, de fiche Wikipédia, qui a tout de même publié 2 livres chez Gallimard et qui a été à la fois proche de Chris Marker et de Bernard Pinjot. Ça va être la conclusion de la vidéo de ce soir. Donc, il a quand même occupé un petit rôle dans l'histoire littéraire et on ne sait toujours pas pourquoi il a été incarcéré. On peut deviner, mais encore là, c'est étonnant, comme vous allez le constater. Dès 1939, il se dit un sartrien. Alors, un sartrien de droite, est-ce que ça existe? Je ne sais trop. Mais je voudrais poser une question à phonographie. Phonographie, je me demande d'où te vient cette extraordinaire érudition pour nous livrer ainsi la citation de Serge Dumartin dans une lettre écrite le 17 novembre 1939, où on ne retrouve pas à la fin du livre un index, et la biographie d'Annie Cohen-Solal, où, fort heureusement, cette fois-ci, il y a un index. Donc, nous avons pu aisément y débusquer les deux références concernant Serge Dumartin. Alors, je devine que sans doute que vous nourrissez, pardon le tutoiement, que vous nourrissez sans doute une passion pour Chris Marker. Et avec Chris Marker, parce que là vous allez me dire, ouais, la guerre, la résistance, Pétain, tout ça, et Marker, lui, est d'une resplendissante modernité. On va sans doute y venir, parce qu'on va finir quand même par s'extirper des eaux boueuses de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que Chris Marker reste un cinéaste, un documentariste, un auteur extrêmement prisé par la jeune génération. Mais il faut savoir que Chris Marker, dans sa prime jeunesse, a été très proche, en fait, a été proche des idées pétainistes. On va y venir. Alors, est-ce que je m'avance trop en disant phonographie qu'au fond, vous êtes un grand connaisseur de Chris Marker, bien davantage que de Serge Dumartin, ou de Sartre peut-être, ou encore de Bernard Pinjot, qui va apparaître à la fin de cette petite vidéo-là. Ce qui est extraordinaire dans cette recherche de Serge Dumartin, c'est qu'au fond, elle nous entraîne assez loin, n'est-ce pas? Elle nous entraîne dans une sorte de recherche arborescente avec des pistes multiples qui s'ouvrent partout. Et c'est assez fascinant qu'à partir d'un livre, déniché au Colisée du livre, un livre abandonné, un livre qui était sans doute destiné au pilon ou à la déchetterie, qu'il se retrouve soudain l'objet de tant d'attention. Alors, je vais vous lire le tout petit passage. Je vais commencer par vous lire le tout petit passage. Je ne vous lirai pas la lettre au complet de Sartre de Beauvoir, mais je vais vous lire le passage où il est question de Dumartin. Après, je vais enchaîner sur les deux passages
d'Annie Cohen-Solal, où il est question de Dumartin. Et c'est là que va apparaître un autre personnage avec lequel on va s'arrêter quelques minutes, Bernard Pinjot, qui est né en 1923 et qui est mort en février 2020. Alors, faites le calcul, il est mort à l'âge de 96 ans, qui, je vais vous livrer quelques informations très rapides le concernant, mais dans un exemplaire, ça, je vais y venir, ne brûlons pas les étapes et allons tout de suite à la lettre de Sartre. Mon charmant Castor, pas de lettre de vous aujourd'hui. Je le prévoyais pour un de ces jours, car avant-hier, j'en ai reçu inexplicablement 2 à la fois. Comme je suis sans inquiétude, que je trouve même ça naturel, pour la raison que je viens de vous dire, ça me permet de mieux comprendre ce qui me manque quand je reste un jour sans rien de vous. C'est une sorte de sagesse goethéenne qui me permet d'assister aux divers événements de ma vie sans y tremper les doigts. Avec vos lettres, je suis olympien à peu de frais parce que je retrouve un monde commun à vous et à moi, que ce soit la guerre ou la paix, est bon, comme un roman tourmenté qui finit bien. Je pense que ça vient de l'estime absolue et totale que je porte à votre petite personne. Du moment qu'il y a ça, qu'il y a cet absolu, il faut bien que le reste se comprenne à partir de là, même le pis. J'imagine que c'est un peu ce que vous sentez quand vous m'appelez votre petit absolu. Mon amour, je vous aime bien fort. J'ai reçu une lettre exaltée de Dumartin qui se proclame spontanément mon disciple, déclare me vouer une admiration non intellectuelle, mais humaine, et termine en me demandant de lui corriger 20 pages de roman qu'il vient d'écrire. Il y a quelques phrases d'un comique discret que j'ai fort apprécié, comme lorsqu'il dit « J'ai passé 2 mois d'isolement et d'individualité en Angleterre. » Page 226, Annie Cohen-Solal. Le plus important, somme toute, entre Sartre et les lycéens de Neuilly se passera au Sabot Bleu, le café où se tramèrent la plupart des projets entre les garçons de Pasteur et les filles d'en face. Lieu béni, lieu de rencontre privilégié en ces temps où la hiérarchie professeur-élève, où la séparation garçon-fille rendait la vie difficile. Au Sabot Bleu, on rétablissait l'équilibre. On vivait en liberté. On inhalait l'air du large, interdit entre les murs de briques. C'est là que naquit l'idée du journal Le Trait d'Union. Serge Dumartin, intelligent, littéraire, actif, mènera son idée à bien. Autour de lui déjà des personnalités. Les futurs Chris Marker, rédacteur en chef de la revue, et Simone Kamenker s'ignorait, une ravissante lycéenne d'en face qui ravageait les cœurs de ces jeunes gens. Il se battait pour aller avec elle, porter les épreuves du journal chez l'imprimeur. Sartre, bien sûr, fut un parfait commensal au sabot bleu, offrant des boissons, des cigarettes, taquinant, provoquant, questionnant ces adolescents parmi lesquels il se sentait si bien. Comment acceptez-vous, monsieur, de passer tant de temps avec nous alors que vous avez du travail? Demandaient certains, ravis et ahuris de cette situation sans précédent.
Alors voilà. Attendez, le passage sur Bernard Pinjot. Alors, voilà. Donc, Bernard Pinjot. Venons-en à Bernard Pinjot. Je vais vous montrer un troisième livre pour ce soir, un quatrième avec Dialogue de la solitude, qui a inauguré cette petite série. Alors, Inventaire, avec encore la bande-annonce, L'art ou la vie, et celui-ci aussi, c'est l'exemplaire du peintre Marcel Saint-Pierre, que j'ai retrouvé sur les rayons de la librairie, et quel ne fut pas mon étonnement et ma joie de ne pas tenter désespérément de retrouver dans ma propre bibliothèque, qui est dans un bordel absolu, cet exemplaire. Alors, je l'ai parcouru très très rapidement aujourd'hui en 2 clients pour retrouver une trace du Martin que je n'y ai pas trouvé. Mais cependant, alors donc je vais vous dire rapidement qui est Bernard Pinjot, né en 23, mort en 2020. Il a été, comme Chris Marker, et non pas du Martin, la question reste entière. Il a été plutôt pétainiste. D'ailleurs, dans la préface de cet ouvrage, il explique de long en large les raisons pour lesquelles il était pro-Pétain. Et il raconte également que l'exécution de Brasillac, on revient sur Brasillac, lui avait fait prendre conscience de ses errances. Et, un tout jeune homme, d'ailleurs. Et il dit plus tard que quand on a été de droite et qu'on devient de gauche, eh bien, on a comme tout compris de la droite, au fond. En fait, pour résumer un peu, pour être un bon gauchiste, il faut avoir été à droite, d'une certaine manière. D'ailleurs, je vais vous lire un passage très intéressant sur les écrivains de droite et les écrivains de gauche. Alors donc, il commence sa carrière à droite. Rapidement, dès le lendemain de la guerre, en 1946, il commence à fréquenter Sartre, devient gauchiste. Et il y a eu une période aussi où il redevient, en tout cas, il a fréquenté Pierre Boutan. C'est sa période droitière. En fait, là, c'est pas clair, la période Boutan. Mais enfin. Et il signe le manifeste des 121, appelant à l'indépendance de l'Algérie. Il travaille dans les temps modernes pendant 10 ans, où il s'occupe de la chronique littéraire. Et ben voilà. Et après ça, il devient membre du Parti socialiste, où il a occupé une place assez importante. Mais en 1979, c'est ce que j'ai cru comprendre, il le quitte suite au schisme avec Rocard. Bon. Toutes ces nuances de la politique française, mais qui, vu de loin, nous semblent assez compliquées. Mais si on observe nos propres contorsions aussi au Québec, quand on analyse très très brièvement le cas François Legault, qui était ministre péquiste, qui a fondé son parti, que là on ne sait plus s'il est... En fait, qui a fait une proclamation de foi fédéraliste auquel les fédéralistes accordent assez peu d'importance. Mais dans une vie d'homme, les atermoiements, les revirements, les changements, alors, et sommes toujours soumis d'une certaine manière à la contingence, à la réalité, aux faits qui sont têtus. Mais j'aimerais quand même que Phonographie m'explique, pour revenir sur mon étonnement, sur mon questionnement, comment il en est venu à avoir débusqué ces deux citations-là. Je pense que c'est Chris Marker qui est pour quelque chose. Alors donc, je vais vous lire un court passage et je vais conclure là-dessus. Pour une fois, elle ne durera pas 3 heures, la vidéo. Et l'argument commode de l'homme de droite contre ces communistes qui continuent de vivre en bourgeois
n'est pas si faux. Si l'engagement de l'intellectuel ne modifie pas, la plupart du temps, sa façon de vivre, il faut en retenir au moins qu'il est engagé autrement. Cette façon autre, c'est ce que j'appelle le compromis. Quand par conscience, par générosité ou par simple réalisme, un intellectuel bourgeois passe à gauche, il reconnaît l'exigence historique et décide de la faire sienne. Mais puisqu'il ne renonce pas pour autant à ses propres exigences, qui ne coïncident pas avec elles, comment pourrait-il y renoncer? Il passe un compromis avec l'histoire. On pourrait dire autrement que pour l'intellectuel bourgeois, la droite, c'est la nature, la gauche, la volonté. En même temps que par son mode de vie, ses goûts, ses lectures, ses distractions, son entourage, il tend à maintenir un ordre établi dont il est le bénéficiaire. Il choisit de contribuer pour sa modeste part au renversement de cet ordre et propose à cette fin des idées, développe des critiques, formule des programmes. Je ne crois pas que l'on puisse honnêtement lui demander davantage, car nul n'échappe à sa situation, sinon par héroïsme ou sainteté, et la société n'a que faire de héros ou de saints, elle veut seulement des témoins et des acteurs. Il est d'ailleurs frappant que les écrivains de gauche écrivent souvent une littérature de droite. Je veux dire une littérature où les problèmes personnels passent avant les autres, quand elle n'élimine pas délibérément tout problème. Cela ne prouve rien contre leur engagement. Cela prouve seulement que la distinction entre la gauche et la droite, dont on voit bien quelle réalité sociale et politique elle recouvre, doit être utilisée avec prudence quand il s'agit de littérature. Sur ce point délicat, je me limiterai aux deux observations suivantes. D'une certaine manière, la littérature, dans la mesure où elle représente la mort parmi nous, est toujours à droite. Réactionnaire par définition, puisqu'elle met le monde en question sans essayer de le transformer, puisqu'elle se déploie dans le refus de la réalité et selon la règle du tout ou rien. Rien de moins progressiste, rien de plus conservateur que ce système qui, à tout instant, referme l'expérience sur elle-même et donne à voir un monde à jamais immobile, soustrait d'avance au plus minime des changements. Mais si l'on replace la littérature dans l'histoire, à laquelle elle appartient aussi, du fait que telle œuvre vient après telle autre et la présuppose, du fait également que chaque œuvre correspond à un moment donné du monde, force est de reconnaître qu'il y a, si l'on peut dire, des œuvres de résistance et des œuvres de mouvement, des œuvres qui répètent les systèmes antérieurs et des œuvres qui en proposent de nouveaux. On peut, c'est la tâche d'une critique des significations et plus généralement de la sociologie littéraire, mettre en parallèle ces systèmes successifs avec des états successifs de la société, mais exiger une correspondance terme à terme aboutirait à confondre le contenu de la littérature avec sa forme et la tâche de l'écrivain avec celle de l'écrivain. Je trouve extraordinaire ce passage. D'une certaine manière, la littérature, dans la mesure où elle représente la mort parmi nous, est toujours à droite. La littérature, la mort parmi nous. Il y aurait de quoi méditer
presque sans fin sur cette phrase. La littérature, la mort parmi nous. Écoutez, je pense que je vais nous laisser là-dessus une petite courte vidéo de 20 minutes. C'est bien. Mais on va la retenir, celle-là. Et sans doute, d'ici peu, le personnage de Chris Marker va apparaître. Chris Marker qui est hyper important et qui va est d'une extraordinaire modernité, qui est toujours lu. On revoit toujours ses films, on revoit toujours ses documentaires. En fait, l'intérêt pour Chris Marker ne cesse ne cesse de grandir. On va y revenir parce qu'on ne peut pas rester englué dans les aléas de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale qui elle-même, au fond, peut-être la vraie histoire de notre civilisation en tout cas, débute avec la Première Guerre. Ouais. On est rentré dans une sorte de modernité industrielle, les tueries de masse, et que la période dans laquelle nous vivons, et peut-être que la littérature maintenant qui est la présence de la mort, peut-être qu'elle va prendre une nouvelle signification, cette présence de la littérature. On va voir ce que Chris Marker peut dire là-dessus aussi, sur la mort parmi nous. On va voir. Ben, je vais aller... ouais, j'allais vous dire, je vais retrouver mes livres de Chris Marker. Ils sont dans ma bibliothèque. Quelle histoire. Mais je vais essayer quand même de les retrouver. Je vous ai parlé de autobiographie d'un atelier de Giorgio Agamben. Alors, je vais y venir. Alors, si demain, j'ai une journée plus tranquille. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de lire, cependant. J'ai eu le temps de lire. Il y a des passages dans Inventaire sur l'écriture qui seraient à citer au complet. Peut-être que je vais y revenir. Peut-être pas. Et quant à Serge Dumartin, ben je demeure, pour moi le mystère demeure quand même assez entier. Qu'est-il devenu? On ne sait rien sur lui. Bon, là on sait qu'il a été proche de Sartre, on sait qu'il a été proche de Chris Marker, on sait que on évoque la possibilité qu'il a peut-être été un sartrien de droite. On ne s'étonnera pas, toutes les catégories sont possibles, toutes les hybridations sont possibles, tous les métissages intellectuels inimaginables sont possibles. Qu'est-il devenu? Il a publié son livre en 1954, donc 10 ans après les événements. A-t-il cessé d'écrire? Est-il mort prématurément? Et l'étonnement, il n'y a aucune fiche Wikipédia qui lui est consacrée. Ben voilà. Alors c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Je remercie Phonographie de nous avoir mis, d'avoir participé au cerveau connecté en nous mettant sur la piste. T'es content de retrouver Sartre. J'ai lu lors de leur parution, j'avais lu la biographie d'Annie Cohen-Solal et j'avais lu les lettres du Castor, qui sont des lettres assez extraordinaires. Hein? Alors, mon petit absolu, faut quand même le faire. Hein? Faut quand même le faire. Et ben voilà. Pinjot, il dit, pour conclure avec Pinjot, il dit qu'il a lu 10 fois La Nausée, qu'il dit que c'est un livre extraordinaire. Et c'est vrai que La Nausée, c'est un livre extraordinaire. Absolument extraordinaire. À la fois un livre sur le jazz, sur un livre halluciné, en fait, hein? Quand Roquentin prend conscience d'exister en regardant les racines d'un chêne ou... non, c'est pas d'un chêne. D'un marronnier, voilà. Et qui tout à coup il décrit comme la réalité d'une manière très, très, très hallucinée.
le vide aussi, l'engagement. Est-ce qu'il va enfin... Le portrait de l'autodidacte. Bon, on ne dira rien contre les autodidactes, là, mais qui, lui, est vraiment un déviant. Il est tout seul dans la bibliothèque publique. Il lit tous les livres par lettre alphabétique. Cette espèce de folie-là de savoir. Heureusement, on ne peut plus... Heureusement, on ne peut plus faire cela aujourd'hui. On ne peut que développer non pas une méthode, mais on ne peut qu'avoir un champ d'intérêt arborescent, un peu comme les dernières vidéos. Je faisais part aussi à un jeune ami qui m'a rendu visite aujourd'hui, qu'avec toutes ces vidéos-là, sans montage, sans effets spéciaux, forcément, sans musique, sans générique, sans rien du tout, j'étais devenu une sorte de documentariste de moi-même. Hein? Voilà. Et c'est comme ça. Je vous remercie d'être avec moi. Merci et bonne soirée à tous. Et à demain. À demain, semble-t-il. Ce matin, je confiais à Fabienne l'enthousiasme que j'avais de reprendre quotidiennement les vidéos. Et je lui disais, tu sais, Fabienne, je serais capable de faire une vidéo par jour pendant 10 ans. Je disais, est-ce que le démon est devenu fou? Est-ce que le démon est devenu lui-même possédé par son propre feu? Après l'avoir dérobé? Mais je pourrais. Mais écoutez, j'évoque juste cette possibilité-là. Mais 10 ans. Vous imaginez ça? Un type qui a tous les jours, pendant 10 ans, vous fait part de ses lectures, de ses relectures, de ses découvertes, se promène dans sa librairie, se promène dans sa bibliothèque, qui est un capharnaüm total, qui est un chaos. Hein? Le chaos et l'ordre. Au fond, c'est peut-être ça aussi. Mais est-ce que ma bibliothèque privée et ma bibliothèque publique, est-ce qu'une appartient au mouvement et l'autre appartient à l'immobilité? Une appartient à la vie, l'autre appartient à la mort. Est-ce que le chaos appartient à la mort? Est-ce que l'ordre appartient à la vie? Il faudrait réfléchir à tout ça. Peut-être pas ce soir, là, mais il faudrait peut-être y réfléchir. Quelle extraordinaire phrase. Quelle extraordinaire phrase. Alors, si on comprend bien, hein, nous qui sommes fous de livres, fous de lecture, on serait peut-être, au fond, on appartiendrait peut-être à la mouvance droitière sans le savoir. Nous serions peut-être des réactionnaires sans le savoir. On veut pas que ça bouge. Et on veut introduire pas juste du soupçon, on veut introduire de l'inquiétude, on veut introduire du négatif, on ne veut plus de cette joie forcée, de cet enthousiasme obligatoire. On ne veut plus de cette bonne santé, au fond, qui est de la mauvaise santé. On veut la mort dans nos vies. On veut l'acceptation de cette réalité. On veut la fatalité, peut-être même. Bon, c'est bon. C'est bon pour ce soir. On a notre compte. Merci. Bonne soirée à tous.